C'est quoi vos bonnes résolutions pour 2025? Nous, avec Mob, on espère un tout petit peu participer à changer le monde, à améliorer le vivre ensemble en racontant problèmes et solutions démocratiques. Et la fiction est censée permettre d'inventer ces mondes imaginaires, ces sociétés rêvées, ces utopies à bâtir. Pour ce 5e épisode, on voulait donc parler des films avec des communautés ou des modes de vie alternatifs. Des gens qui essayent de faire différemment quoi, pour voir si le cinéma pourrait nous aider à imaginer ce monde d'après, et c'est ce qu'on va checker dans Filmocratie. Je bouge pas! Votre fille m'a appris bien des choses ce soir. Veux-tu m'épouser? Je te vois. Il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pandémie. Pandémie, ça me fait chier, tu vois. Faut même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Pandémie. L'année 2024 a été catastrophique pour la démocratie. 71% de la population mondiale vit en autocratie, des régimes où ceux qui gouvernent décident eux-mêmes de leur propre pouvoir. Et l'arrivée imminente de Donald Trump à la Maison-Blanche ne va rien arranger. Avant d'inventer de nouveaux modèles, faire démocratie, c'est donc avant tout résister à ces régimes autoritaires ou en désaccord avec nos principes. Pour ce faire, des ZAD, zones à défendre, émergent depuis très longtemps en France, mais aussi au cinéma. Des films qui essaient de raconter ces combats avec plus ou moins de succès. Parce que les clichés sur ces communautés, on la vie dure. Et sur les chaînes d'infos en continu ou dans les films, on préfère souvent s'en moquer. Nosotros, la tierra se defiende. Que sigue el gobierno. Je vois que vous avez des appareils électroniques. Va falloir les laisser ici, les amis. Allez, ma chérie, t'en as pas besoin. Margot, tu donnes ça! Tu lâches ça! Merde! Problemos, le film d'Éric Judor, tourne au ridicule une communauté qui lutte contre la construction d'un parc aquatique. Il y sera d'ailleurs le personnage principal, balancé pour ses vacances d'été, au milieu de ces sales hippies aux idées ridicules. Il s'appelle comment, le bout de chou? L'enfant. Non mais le prénom. Bah non, je lui ai pas collé une étiquette sur le front à la naissance, non. Le but, c'est de montrer qu'on peut vivre autrement. J'ai jamais été vacciné de ma vie. J'ai jamais rien eu. Bon, j'ai un peu de sang dans mes selles, un zona de temps en temps. Tu sais, j'ai un souffle au cœur quand je pisse, mais c'est tout. Hein. C'est le premier film français grand public à prendre la ZAD comme espace de fiction. Le problème, c'est que c'est aussi le plus gros cliché sur le sujet. Vouloir vivre différemment dans Problemos, c'est pas réaliste. Leurs idées tournées au ridicule depuis le départ seront d'ailleurs balayées par une pandémie. Ils seront les seuls survivants de ce désastre, mais plutôt que d'inventer un nouveau modèle de société, retomberont vite dans les travers du capitalisme qu'ils critiquaient au départ. Parce que quand il s'agit de se doucher ou de trouver à manger, il n'y a plus personne pour changer les choses, selon Éric Judor. Comédie 1, Utopie 0, la ZAD est un prétexte, pas une solution. Le film Une zone à défendre a au moins le mérite d'être un peu plus réaliste. Je bouge pas! Aucun fonctionnaire ne sera au courant de ton infiltration là-bas. Ça n'a aucun sens. S'acharner sur ceux qui se battent pour l'intérêt général. C'est pas toi qui voulais défendre la démocratie? Greg, policier infiltré pour démanteler la ZAD, va découvrir cette communauté de l'intérieur. Il se prendra au jeu et rencontrera des personnes attachantes, au point d'avoir même une relation amoureuse fugace. Le problème, c'est que la fille va tomber enceinte, pas lui dire. Son rapport à la ZAD va donc prendre une autre tournure, une réflexion plutôt axée sur l'optique d'avoir un bébé dans ce type de communauté. La sécurité ou la santé de l'enfant, comme sa déclaration à l'état civil, seront au cœur des préoccupations de ce papa flic responsable. Mais il y a des gentils des deux côtés, hein. C'est un film très nuancé, qu'on comprend pourtant au fil de la narration qu'il y a une opposition entre des combattants rêveurs et des citoyens réalistes qui, eux, peuvent fonder une famille stable. Les raisons de la lutte resteront toujours au second plan, accessoires. Et si le film réussit à ne pas trop caricaturer les zadistes, il évite soigneusement de critiquer la police ou le projet de barrage, dont on n'entendra d'ailleurs pas beaucoup parler. Le film utilise la ZAD comme lieu de l'intrigue amoureuse, et pas tellement comme objet scénaristique en tant que tel. Du coup, c'est assez difficile de savoir si ça vaut la peine d'y élever un enfant. C'est un des problèmes majeurs de ces films, on n'y aborde que peu le fond, la politique, les raisons des luttes. On leur préférera donc plutôt les films Avatar qui construisent une véritable fable écologique et anticoloniale. Ah, les têtes que vous faites. James Cameron y utilise la science-fiction et nous projette dans un univers d'humanoïdes bleutés pour critiquer notre monde à nous.
Par exemple, la colonisation de l'Amérique et le traitement des Amérindiens. Mais aussi une profonde défense de l'écologie et de la place d'une civilisation, humaine ou non, dans son écosystème. Avatar propose un véritable mode de vie alternatif où la planète ne fait qu'un. Les Na'vi, donc les humains, les animaux et les plantes. Le respect de toutes les espèces est central, le consentement au cœur des relations. Jusqu'à ce que les humains viennent déstabiliser cette utopie extraterrestre pour voler les ressources de la planète. La science-fiction facilite l'identification à un peuple opprimé et légitime leur résistance. Là où parler de la guerre d'Algérie ou du traitement des Amérindiens hérisse encore le poil des réactionnaires. Avatar se situe donc au croisement du film de résistance et de l'utopie futuriste, même si c'est toujours dans la confrontation de deux modes de vie, communauté ou philosophie qu'avance le récit. À se demander si raconter des utopies réussies, c'est impossible en fait. Le cinéma a besoin de chaos, de confrontation, de problèmes pour faire avancer ses histoires, et il supporte mal les mondes idéaux. Difficile d'imaginer des films avec des sociétés alternatives où tout se passerait bien pendant 2 heures. Et c'est la même chose dans des communautés isolées, comme dans Le Village ou Captain Fantastic. Dans Le Village, les villageois sont bloqués par des monstres qui les empêchent de sortir de leur petite communauté. Et dans Captain Fantastic, l'isolement est plutôt choisi, par 2 parents qui décident d'élever leur famille en forêt. On a créé une chose probablement unique dans toute l'histoire de l'humanité. On court jusqu'en haut. On a créé un paradis sur Terre. C'est incroyable ce qu'on est en train d'accomplir. Les enfants sont merveilleux. Nos enfants seront des philosophes rois. Et cela me procure un bonheur indescriptible. Les 2 films interrogent en miroir ces vies autarciques, ces communautés isolées qui ne sont plus à défendre parce qu'elles se sont détachées du monde réel. L'une par la peur, l'autre par le savoir. Un isolement que le cinéma ne supportera toujours pas. Les 2 communautés vont devoir se confronter au monde réel, dominant, appelé par la liberté et le besoin de découvrir ce qui se fait et ce qui se vit ailleurs. Captain Fantastic nous plonge vraiment dans cette confrontation des modes de vie pour essayer d'en déterminer les bons et les mauvais côtés de chaque univers. Cette fois-ci, c'est votre baptême du feu. Mettez votre entraînement à profit. Ils ont des hot dogs. C'est quoi, du cola? Du poison en bouteille. C'est que du bio et du local. Les poulets, tu les as tués avec quoi? Une hache ou un couteau? Je suis allée à la boucherie et j'ai acheté les poulets sur une... Ils étaient déjà morts. Les enfants du film ne connaissent rien du monde réel qu'ils vont explorer seulement pour assister à l'enterrement de leur mère. Et c'est là qu'ils y découvriront la vraie vie. Les sodas, le sexe, les supermarchés ou l'école obligatoire. Toutes les normes qui font notre société. Et cette découverte, elle est aussi la nôtre. À travers leur regard, on peut critiquer leur petite communauté isolée, mais aussi la grande société auquel nous appartenons toutes et tous. Ils survivent à tout ce que tu leur fais subir. Ils finiront par être totalement incapables de s'adapter au monde réel. Figurez-vous que moi je pense exactement le contraire. C'est de la maltraitance. On a beau chercher, l'utopie au cinéma, le monde idéal n'existe pas. Et franchement, c'est pas grave, parce qu'elle n'existe pas non plus dans le monde réel. La plupart des communautés des années 70 ont explosé, les ZAD finissent toujours par se normaliser, par leur succès ou par leur échec, et globalement, aucun pays n'a trouvé le modèle idéal. Chercher à améliorer le monde, en politique, en journalisme ou en cinéma, c'est plus un voyage qu'une finalité. Une discussion entre le modèle capitaliste, libéral dominant, et des alternatives à construire. Comme dans Nomadland, le chef-d'œuvre de Chloé Zhao. Ma mère dit que vous êtes sans abri, c'est vrai? Non, je suis pas sans abri. Disons plutôt... sans maison. T'en fais pas, tout va bien. J'ai rencontré des centaines de gens dans ce mode de vie. Je dis pas adieu quand ils repartent. Je leur dis toujours, on se recroisera sur la route. Les au revoir ne sont pas des adieux. Elle y raconte le voyage d'une Américaine, la soixantaine, qui perd son emploi et son mari, et décide de tout plaquer pour vivre sur la route à la recherche de petits boulots. Elle y découvrira une communauté de nomades, fiers de leur camping-car et de l'instabilité de leur quotidien. Un mode de vie fait de solidarité, d'entraide, où chacun vit dans l'instant présent. Sans maison, mais pas sans foyer. Oscillant entre des saisons d'empaquetage chez Amazon et des fêtes joyeuses au bord de la route 66. Nomadland réussit parfaitement à nous raconter cette tension. Ce voyage fait de lutte contre les systèmes qui oppressent, de disputes avec les modèles dominants, parfois même de rupture. Une vie nomade qui perpétue cette critique en miroir de notre société, mais propose aussi avec finesse d'en interroger les limites, les piliers à préserver et les grandes révolutions de demain. Un pied critique dans la société d'aujourd'hui et l'autre rêveur dans celle qu'on va devoir inventer.
qui est certain, c'est que le cinéma non plus n'a pas encore trouvé le système idéal et que la route est encore longue pour réinventer le vivre ensemble.